Mhm. Non, bah écoute, t'as qu'à lui dire qu'il est viré. Ouais, non, ben non, non, tu reportes mon déjeuner à demain, je sais pas, écoute, là je peux pas te parler, je rentre en tournage, ça va tourner. Allez, oui, ciao, ciao. On est prêt tout le monde? Et action! Je suis Sidus Detritus Alcolicus, général en chef des bières du Nord, colonel des légions Corona. Je suis un fidèle de Détritus. T'es surtout bourré, ouais. Putain, mais qui m'a foutu un branque pareil, putain. Tu veux que je la recommence? Ouais, bah de toute façon, tu pourras pas faire pire, donc oui, s'il te plaît, oui, tu la refais. Je suis Sidus. Je suis Sidus Decimus. Je suis Sidus Decimus Alcolicus. Je suis Sidus Decimus Alcolicus, général des bières du Nord. Ouais, non, c'est bon, très bien. On fera avec, t'inquiète, le montage, ça sert à ça. On tourne, allez, on tourne. Action, 3, 2, 1. Actually, il semblerait que l'arme utilisée n'est pas correcte pour l'époque. En effet, les gladiateurs romains n'utilisaient pas ce type d'arme. Celle-là correspond plus à une épée de type européenne 13e, 14e siècle, par sa longueur et sa garde. C'est un anachronisme total. Ça serait faire preuve d'un amateurisme des plus ignobles. C'est impossible de continuer dans ces conditions. Alors déjà, t'es qui? Et puis, il y a que ça qui te choque. Dans tout ce qui se passe là, il y a que ça que tu trouves choquant. Ah non, c'est complètement inacceptable ça. Ça, c'est de la merde. En revanche, ça, c'est historiquement compatible. Il se fout de notre gueule. Je crois bien, ouais. Je peux le défoncer. Oui. Fais ce que tu... Oui, s'il te plaît, oui, s'il te plaît. Cette arme n'est pas histo-compatible non plus. Viens ici que je t'enclue. Oh, ça c'est histo-compatible par contre. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog sur un film assez attendu ou pas, on va en discuter, Gladiator 2, mais avant toute chose, salut Sid. Salut Roy. Alors, Gladiator, Le grand film. débat sur cette chaîne. Justement, on va pas reparler du premier, car vous le savez ou vous le savez pas, on a fait toute une vidéo pour débattre sur le premier que je déteste et que Cédric adore. Le lien est dans la description. Il apparaît en haut à gauche là, dans la petite vignette, vous pouvez cliquer. Donc allez la voir, on vous encourage. Elle est un peu datée, elle date de 2020, les tout débuts de la chaîne. C'était il y a fort longtemps. Si jeune. On n'avait pas les mêmes moyens techniques, mais l'envie était là. Tout ça pour dire que là, aujourd'hui, on se retrouve pour Gladiator 2, sorti tout récemment et encore réalisé par Papy Scott, qui décidément ne veut pas arrêter de reprendre ses licences. Il a pas de retraite, il a besoin d'argent. Alors, on va aller directement dans le sujet. Est-ce que ça valait le coup de faire une suite à Gladiator 2? Donc, ton avis, Sid, sur le film? Bah, Toi qui avais, je rappelle, aimé le premier. c'est pas aimé, il est au panthéon des films. Si on prend un objectif, il n'y a pas besoin de suite au 1. Le 1, il est dans l'entièreté, il est parfait, il n'y a pas besoin de stop. Il s'est dit, bon allez, on va surfer sur la vague, on tente de remettre à jour des péplums parce que des nouveaux moyens techniques, il y a moyen de faire des nouveaux trucs. Sauf que la manière dont il a tenté de faire sa suite, il a voulu approfondir des personnages, mais la manière dont il a voulu les approfondir et les amener dans ce film-là, fait que du coup, les persos repartent de zéro et sont pas vraiment d'utilité. Ils ont tenté de rafistoler une histoire par rapport au 1 et aux événements de fin du 1. Ça fait beaucoup, et cette suite-là, là, pour le coup, elle était vraiment pas nécessaire. Non, pas nécessaire. Mais est-ce que tu l'as aimé? Bah, moi je l'ai bien aimé. Le film fait quoi, 2h30? Ouais. Je me souviens quand on est sorti de la séance, t'as dit putain,
on les a sentis les 2h30. Ben moi, au contraire, genre à la fin, j'étais en mode ah, ça fait 2h30 vraiment. Parce que j'étais pris dedans. Et parce que le sujet, j'adore. Et le 1, il est tellement haut pour moi. Ben j'ai été pris dedans. Donc j'ai bien aimé, mais je suis d'accord qu'il y a beaucoup de trucs qui vont pas et qu'on peut en parler après. Et de ton côté, même si je me doute. Non, en fait, le film m'a laissé un goût de insignifiant, mais pas dans le sens vraiment trop négatif du terme, c'est juste, le film est passé devant mes yeux et je me suis pas senti investi par les événements tout le long. C'était pas horrible, c'était trop long pour mon goût, mais c'était pas horrible, je passais un moment correct, je dirais pas un bon moment, je passais un moment correct, je suis pas content de l'avoir vu et je le reverrai pas, mais j'ai pas passé une séance affreuse non plus, c'était pas horrible, je me suis pas arraché les cheveux, je me suis pas endormi. J'étais juste pas très passionné par ce que je voyais. Bon, bah voilà, il se trouve que c'est la suite d'un film que j'aime pas. Ça aide pas. Une suite qui, comme tu l'as dit, n'était pas strictement nécessaire, donc forcément ça bricole un petit peu pour faire rentrer une suite au forceps. Donc voilà, il y a quand même pas grand chose pour que je l'aime ce film à la base. Et voilà, c'est pas horrible, mais il y a quand même des trucs qui font sauter au plafond et on va en parler. Je pense qu'on a quelques trucs en commun. Juste globalement, c'est trop long pour une histoire qui aurait pu être intéressante, mais qui ne l'est pas. La faute à la trop forte dominance du 1 et qu'ils ont voulu faire rentrer dans celui-là. Ouais, moi j'aurais dit la faute à un scénario qui va trop vite par instant et trop lentement à d'autres, et à un sentiment global de tu sais qui est le héros et donc tu sais que jusqu'à la fin, entre guillemets, il peut rien lui arriver. À la fin, peut-être qu'il va lui arriver un truc, mais en tout cas, il va y avoir des péripéties, mais il peut pas mourir à la moitié du film. Ouais, les péripéties, elles sont pas importantes, elles affectent pas la suite. Il peut pas mourir à la moitié du film. Donc en fait, peu importe ce qui va lui arriver pendant tout le film, tu sais qu'il va s'en sortir. Ou même quand il s'en sort pas, tu sais que c'est pas grave, tu vois. Donc c'est un peu pour ça que je te dis, le film m'a un peu coulé dessus. Ok, bon bah il se passe ça, très bien. Bon bah maintenant il se passe ça, ok. Bon, d'accord, voilà. Alors qu'il y avait un climat pour faire quelque chose qui aurait pu plus m'intéresser. Il y a beaucoup de trucs qui sont faits pour ça m'a vraiment choqué, qui sont là pour le grand spectacle. Vraiment, on veut en mettre plein les yeux, plein la vue dans ce monde de Gladiator. Ils ont voulu en mettre plein la vue, faire des choses en grand, et c'est cet aspect-là qui du coup dénote énormément avec le 1, fait que le 2, cette suite, marche moins bien, je trouve. Pour rentrer plus dans le détail, mais sans spoiler, bon, premier point, les effets spéciaux, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, je pense, parce qu'il veut sortir ses films trop rapidement, parce que j'aimerais ça, il faut qu'il en fasse un tous les 2 ans. Il manquait 3-4 mois de peaufinage, mais ça rend des scènes qui devraient être, comment dire, avec de la tension, ça les rend risibles. Toi comme moi, ça nous a vraiment sorti du film à une scène en particulier. Je pense que si vous avez vu le film, dans l'arène, mais voilà, on n'en dira pas plus. Elle est vers le début du film. On a souvent tendance à dire les effets spéciaux d'il y a 10 ans étaient meilleurs, et quand tu vois ce genre de... Ah là, quand tu vois ce genre d'image-là, bon... Toute la lignée qu'on était, quand on allait le voir, on a rigolé, on s'est rendu, on fait mais vraiment, il propose ça en 2024. Alors que c'est une scène où il est censé avoir de la tension et du danger pour le personnage, et donc t'es immédiatement sorti du truc. Donc voilà, ça aide pas à s'investir. Et il y en a pas énormément qui m'ont choqué à ce point-là. Il y a 2 moments où j'ai un peu tiqué, mais sinon, dans l'absolu, quand il y a des scènes de bataille, c'est plutôt bien fait. Ouais, Même si ce que je louais dans Gladiator 1, c'était la scène d'intro avec la bataille et... Je sais pas, il y avait moins d'effets spéciaux, plus de figurants, et donc en fait, il y avait une impression de grandeur plus importante que là, où on a à nouveau une scène de bataille et que je trouve moins impressionnante. Bah, j'ai trouvé qu'elle était innovante par rapport au 1. Oui, la manière dont ça se passe. Ouais, la manière dont ça se passe, le point de vue. Vraiment, après la première bataille, j'étais au taquet en mode putain, le film il tente des trucs, il s'écarte un peu de, on va dire, la voie classique que pouvait amener le 1, et c'était plutôt une belle découverte. La musique, bah c'est simple. On connaît tous le thème de Gladiator. À part le thème de Gladiator, j'ai retenu aucune nouvelle musique de ce film-là. Peut-être qu'il y a des nouvelles musiques, mais je les ai pas retenues. Non, parce que les musiques de tension, c'est les mêmes que dans le 1. Le thème principal, c'est le même que le 1. Qui est très mal utilisé selon moi. En gros, ils te le mettent pas tout de suite. Ils te le font un peu attendre tout au long du film, mais ils te font des petits appels du pied. Ouais. Et en fait, ces appels du pied-là, je trouve qu'ils sont à des moments... Vraiment, ça colle pas de mettre le thème à ce moment-là. C'est ce qu'on disait au début, c'est ils ont mis ça pour faire un rappel du 1, comme c'est mal utilisé, en disant regardez, on remet, clin d'œil, on remet le thème. Voilà. Et en fait, bah, ça marche pas, parce qu'ils l'ont, comme tu dis, ils l'ont mal placé, mal utilisé.
Il y a aussi ce que tu dis, il y a certains clins d'œil un peu grossiers. Je vais me permettre de spoiler un truc, mais il y a un moment, un personnage qui dit « Nous sommes divertis !» Instantanément sorti du film. Vraiment, on a la blague « N'êtes-vous pas divertis ?» Du 1. Du 1, mais quand t'as un personnage qui dit « Nous sommes divertis !» Je vois vraiment le réel qui fait « Après, T'as la ref ou pas ?» c'est la traduction. On l'avait en français. Donc, est-ce que le fait de traduire, ils ont fait ça? Je pense qu'ils ont fait leur boulot de traducteur et qu'ils ont bien vu que... C'était vraiment dans cette optique-là? Bah ouais. L'écriture en général, je trouve qu'il y a certains dialogues qui sont très mauvais, très explicatifs. C'est pas comme ça que des personnages parleraient. Et typiquement, nous sommes divertis. Je vois très bien. Alors c'est pas Ridley Scott qui l'a écrit, c'est un autre. Et je trouve qu'il a fait un travail un peu moyen hein, dans l'écriture des dialogues en tout cas. Dans l'écriture globale, il y a des défauts, mais ça c'est aussi peut-être la faute au réal, à quelques scènes coupées, on peut pas trop savoir. Mais dans les dialogues tels quels, des fois, les personnages ont à dire des répliques que je trouve un peu ridicules. Ou surjoué. Ou surjouées, mais parce qu'ils font un peu avec ce qu'ils ont des fois, et ce qu'on leur donne à bouffer des fois est pas terrible. Voilà, globalement, le paquet est pas horrible. Il sait réaliser un film, Ridley Scott. C'est pas horrible, c'est bien fait, il tient ses acteurs. Ça marche pour le grand public. Ça marche, La mais- globalité, elle fonctionne. Mais c'est une construction qui est ok, qui est finie, mais qui va pas perdurer dans le temps. Je sens pas un cœur incroyable dans cet ouvrage. Alors, je dirais pas ça, parce que lui, de son point de vue, le 1, ça a été un tel succès que ça doit rester pour lui un des meilleurs films. Il a voulu mettre tout ce qu'il avait dans celui-là, sauf que tout ce qu'il y avait aux alentours, peut-être en termes de budget, en termes de gens qui vont écrire, et d'autres aspects techniques, ça n'a pas suivi, donc ça fait que le rendu est peut-être moins bien que ce qu'il lui attendait et ce qu'il prévoyait. Ouais, moi j'ai moins tendance à être optimiste. Je pense qu'il a fait le film, il s'est dit bon, je sais faire un gladiator, j'en ai déjà fait un, je vais en faire un 2. Il s'est peut-être un peu moins posé de questions et peut-être qu'il aurait dû prendre, encore une fois, comme je dis, 3-4 mois de pré-prod ou de post-prod, ou mettre un peu des deux. Les acteurs. Pedro Pascal, 20 sur 20, mais comme toujours avec Pedro Pascal. Denzel Washington, Denzel pareil. Washington, bon allez, 18 sur 20, il y a des trucs qui me vont pas. Mais l'acteur principal, bon, il participe beaucoup à mon impression de couler sur le film parce que dans son jeu, il est beaucoup plus... Je sais pas, j'arrive pas à trouver un terme. Il est pas dans la retenue, mais il est un peu je m'en foutiste. C'est le personnage qu'ils ont voulu lui donner. Et la manière dont ils l'ont développé, ce que je disais au début, c'est que c'est censé être un personnage important qu'il a voulu développer, mais dans son développement, il a fait repartir de zéro, et dans la position dans laquelle il est dans le film, en fait, il est en mode, bah j'en ai rien à battre, vas-y, dis-moi d'aller dans l'arène, dis-moi de battre des gens, je m'en fous. Ouais. Et c'est ce côté-là, en tant que personnage principal, il porte Il agit pas vraiment l'œuvre, alors que, si tu fais un comparatif ou un, le personnage principal porte le film. Il y avait plus de nuances, je trouve, dans le jeu de Russell Crowe. Là, c'est aussi la faute à ce qu'on lui donne à jouer. C'est-à-dire Ouais, mais que, là, la nuance, elle est pas apportée par Paul Mescal qui joue le personnage principal, mais par les autres acteurs, Pedro Pascal ou Denzel. Ouais, mais même, je veux dire, en termes de scénario, je suis d'accord que... En fait, le problème, c'est que ton héros n'agit pas, il ne fait que réagir. Et donc déjà, ça, c'est un problème d'écriture, selon moi, que le personnage principal est censé être celui qui fait avancer les choses. Alors, il le fait au bout d'un moment, mais Ouais, pendant un long moment, il ne fait que réagir à ce que les autres font. ouais, bah, il subit, les autres font des actions et lui il se retrouve au milieu. Et on est face à un personnage qui doit réagir, subir, et lui, dans son jeu, il est désintéressé, il est... Désinvolte. Ouais, un peu désinvolte. Et bah, si t'es pas intéressé par ce qui t'arrive, comment tu veux que moi je sois intéressé par ce qui t'arrive? Cumulé avec ce que je disais tout à l'heure, le syndrome du tu sais très bien qu'il va rien lui arriver, et lui en plus il a un côté désinvolte. Donc il y a toute une portion du film où je suis en mode bon, ben tu ne risques rien. Tu nous montres que tu ne risques rien, tu joues comme si tu ne risquais rien. Et du coup, je suis pas intéressé par cette scène. C'est ce qui participe, je pense, à ce que le film est trop long pour moi. Il aurait peut-être fallu qu'il soit plus en danger plus tôt dans le film. Voilà. Bah, en soi, il est en danger dès le début du film. Ouais, mais enfin, il est en danger Mais dans la digeste du film, mais toi, oui. en tant que spectateur, tu sais très bien. Non, que- tu sais qu'il va rien lui arriver. Alors que tu sais très bien qui va mourir Mm. avant qu'une personne meure, parce que la L'écriture. réal en fait des caisses, Oui. l'écriture en fait des caisses. Ça, on pourra en C'est- parler après, C'est parce pas que- très subtil. Ouais. Il y a certains persos, ça va être marrant. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire sans spoiler. On va essayer de sortir la vidéo assez tôt, donc on va essayer d'en rester là sur la partie non spoiler. Et on va parler plus librement dans la deuxième partie, donc je vous encourage à stopper là si vous voulez aller voir le film, et à revenir en tout cas quand vous aurez vu le film, parce qu'on va quand même parler de plus en détail de certains points, et peut-être de certains défauts ou de certains bons points du film qu'on n'aurait pas pu aborder avant. Donc, partie spoiler. Let's go.
Vas-y, je t'en prie. Du coup, en spoiler, le film s'ouvre sur une bataille navale, la prise d'une cité africaine. La Numidie. Une bataille qui m'a bien plu parce que c'est une bataille navale où les Romains arrivent forcément par la mer. Et on va voir toute leur flotte avec pas mal de catapultes à bord des navires, des formations pour aller s'emparer de la cité. Et un trébuchet. Et un trébuchet. Et ça, les trébuchets, c'est important. Et en face, la cité qui, sur ses remparts, va pareil avoir toutes les catapultes, les trébuchets pour essayer de démolir les bateaux, les formations sur les remparts, etc. Et toute cette bataille-là, la mise en place, je l'ai trouvée vraiment bien. Et c'est ça qui m'a fait entrer dans le film directement. C'est pas un truc qu'on s'attend quand on se dit, bah allez, un film sur les gladiateurs. Tu t'attends pas à voir une bataille navale comme ça, sortie de nulle part. Tu aimes les films sur les gladiateurs? Allez, c'est vrai qu'un peu. Cette bataille-là m'a vraiment plu. Et bah moi, du coup, ça m'a fait rentrer dans le film directement. Alors, je suis d'accord avec toi que cette bataille est bien. Mais j'ai deux problèmes avec cette bataille. C'est que, un, tu sais que sa femme va mourir parce que l'écriture, Oui. elle est rushée comme pas permis. Au début, ils s'aiment, ils sont en train d'étendre le linge. On s'en fout de l'histoire d'amour, on Non, veut de la baston. Mais le problème, c'est que toute cette bataille, Elle build up le personnage. oui, elle est censée nous présenter qu'il est très fort, commandant de son armée, de gens dévoués. Deux problèmes. Un, sa femme, tu sais qu'elle va mourir. Donc la tension est désamorcée avant même que la bataille commence parce que tu sais que ça va plus ou moins se clôturer avec la mort de sa femme et que lui va se faire capturer. Ouais. Bon, donc ça tu le devines. Et deux, au niveau de la hiérarchie, il est sous les ordres de quelqu'un qui a l'air d'être un personnage important. Et en fait, ce personnage-là, si tu l'enlèves du film, c'est vraiment littéralement le même film. Mais du coup, ça m'a forcé à me concentrer sur un truc qui en fait n'a pas d'importance. Moi, pour le coup, au début, j'ai pas compris que s'il avait un poste à responsabilité dans Voilà. l'armée. Pour moi, c'était juste un pecno qui se battait. C'est sa femme qui, du coup, est présentée comme quelqu'un d'un peu plus puissante et qui est gradée. Donc, tout le long du film, on essaye de le faire passer un personnage qui a du charisme et de l'autorité pour faire le parallèle avec Russell Crowe dans le 1. Sauf qu'en fait, pas du tout. Parce qu'à aucun moment, on a le sentiment que ça a été un leader, qu'il a du charisme ou autre. Et c'est avec les aléas de certaines actions, à un moment donné dans le film, il décide de prendre le lead en mode « Bon allez, c'est bon, j'en ai marre de vos conneries, faites ça, faites ça, faites ça ». Dès le début, on est censé avoir l'info que c'est un personnage qui est gradé, qui a de l'autorité militaire, alors qu'au final, pas du tout. C'est pour ça que je dis qu'il y a un gros problème d'écriture qui fait que cette scène qui est impressionnante visuellement, narrativement, échoue sur tous les plans. Ouais, mais c'est ce que je disais au début, il voulait en mettre plein la vue. Et paf, et du coup, mais visuellement, ça marche. Mais c'est sûr que derrière, si tu creuses un peu, cette scène, elle doit être impressionnante comme elle est, et narrativement, te faire comprendre que ces hommes sont prêts à tout. En fait, elle introduit très bien Pedro Pascal, et elle sert très bien à te faire comprendre que son personnage, lui, est prêt à tout, et est prêt à tout pour Rome, et tu vois, en général, c'est lui qui va à la limite ouvrir le front alors qu'il pourrait être un peu planqué, etc. Mais elle sert très mal à introduire le personnage principal, qu'on voit, comme tu dis, plus par le prisme de sa femme qui va mourir, c'est évident. Il fait son petit discours sur le rempart. Bon, t'as l'impression qu'il se motive vite fait avant un foot le dimanche. N'oubliez pas que là où nous sommes, la mort passe. c'est pas impactant. Ouais, ça manque un petit peu de conviction dans ce qu'il dit. Ok, très bien. Quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, bon, c'est pas incroyable, mais c'est pas mal. Mais c'est ce qui se passe juste après, moi, qui me pose des problèmes. Dans les arènes. Ouais. Alors, les premières arènes, on fait combattre tous les esclaves donc, de cette cité qui ont été capturés, et on les met face à des espèces de babouins assoiffés de sang, mangeurs d'hommes, sortis tout droit de n'importe quel film de SF. Les singes, ils ont des dents de 8,50 m. Ça, pour le coup, les singes, à ce moment-là, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression qu'il voulait que le film soit violent, mais sans se dire, Ouais, mais on va faire juste 5 fois des combats avec des gens qui se tuent, parce que sinon c'est redondant. Ça d'accord, mais tu peux mettre des animaux qui sont imposants et pas forcément des babouins modifiés aux OGM. Alors- Genre tu mets des gorilles, ouais, ça aurait eu du sens. J'aurais tendance à dire qu'ils ont fait leurs recherches, j'aurais tendance à Ouais. dire que c'est arrivé. S'il n'y avait pas la scène du foot, qui me fait dire qu'ils y mettent un peu ce qu'ils veulent et qu'ils n'en ont rien à branler. Bon, je me dis c'est tellement gros, et en plus c'est bon, la scène des effets spéciaux Ouais. ratée, c'est celle-là. Je me dis, si c'était pour faire un effet à ce point-là raté, à mon avis, ils sont au moins allés chercher quelque chose. Ouais, de véridique, mais... Parce je sais qu'ils les pas. excitent, les singes, avec des fléchettes. Ouais, mais... Tu dois... Ça fait pas plus. Enfin, t'as l'impression que c'est leurs dents, ça vient des tigres à dents de sabre. Deuxième arène, il affronte un mec qui chevauche un rhino. Celle-là, j'ai bien aimé. Ouais. Le rhino, ça va. Il va utiliser le décor et les objets qu'il y a dans l'arène pour vaincre le rhino, puis vaincre le Ouais, cavalier. mais tu vois, subtilité zéro dans cette scène. Il leur dit pas maintenant, et esquiver. Et le seul qui décide non, mais je vais faire ce que je veux, il meurt. Oui, La ben. scène, elle est censée te montrer que seul lui a la solution et que si tu l'écoutes, tu vas rester en vie. Mais le problème, encore une fois,
c'est que narrativement elle échoue parce que la personne qui meurt est totalement conne. Elle décide, il y a un rhino qui lui fonce dessus, de dire je vais pas bouger. Je vais tanker. Ben oui, ben d'accord, oui tu meurs, mais en fait ça ne Ouais. montre pas que ton personnage est un fin stratège et qu'il est intelligent et que c'est un leader. C'est juste qu'il a du bon sens et que la personne qui meurt a pas de bon sens. Visuellement, ça rend bien, mais par contre, derrière, niveau écriture, ça aide pas. Donc là c'est le moment du film où je commence à me dire bon, il n'est pas en danger, je commence à m'ennuyer un petit peu. Vient la 3e arène. Et celle-là, c'est le summum. Bah, encore une fois, on va faire un truc qui sort de l'ordinaire. On va remplir l'arène d'eau. Enfin, le colisée d'eau. Là, tu te dis, bon, il y a petit souci. Donc, ils vont reproduire une bataille navale, ok. Et ils se disent, bah tiens, on va mettre un truc qui craint dans l'eau. Des piranhas, non, mieux, des requins. Une armée de requins dans le colisée. Très mal fait d'ailleurs au niveau des effets spéciaux. Surtout que les requins, on les voit 3 fois au maximum quand il y a un mec qui tombe dans l'eau. Donc pareil, ils ont voulu rendre un truc visuellement, mettre de l'impact ou quoi, mais ça ne marche pas. Là, c'est du game design. C'est vraiment, si tu tombes dans l'eau, tu meurs. Sauf qu'il pouvait pas mettre de la lave, donc il a mis des requins qui, immédiatement, quand t'es dans l'eau, Ils te foncent. tuent. Donc en gros, il n'y a pas de tu remontes sur le bateau. C'est vraiment une mécanique de jeu vidéo mis dans le film. Comment ils ont récupéré des requins? Oh, Ah, c'est l'empire le plus puissant du monde à ce moment-là. Je veux bien croire qu'ils aient capturé 5 requins. Mais les requins sont pas soifés de sang à ce point-là, c'est pas des bêtes sauvages qui vont venir te déchiqueter si tu mets 1 millimètre de pouce dans l'eau. Non, et puis, 3e arène, c'est lui qui dirige le bateau, c'est lui qui a la barre, etc. Là, il commence, et à ce moment-là où il commence à prendre le lead, parce Ouais. qu'il prend le lead prend et le il s'impose. Le scénario lui fait prendre le lead, mais il n'a pas de stratégie particulièrement intéressante où en tant que spectateur tu te dis waouh, il a fait un bon coup là. Il se prend des flèches, son bateau crame dès la minute 1, mais son bateau ne crame pas en fait. Oui. Il fait ça, puis il fait demi-tour et il a gagné. Non, parce que la strat, c'est foncer sur le bateau ennemi, mais pour détruire les pagaies, ensuite faire le tour et pour empêcher que le bateau puisse bouger et lui foncer dedans. Oui, mais ça marche que parce que le bateau en face, il va tout droit et que Oui, mais il rentre pas ses pagaies. Enfin, Et parce que l'autre bateau, le but, c'est il est immense, il est large, et c'est juste pour avoir le plus d'archers possible et matraquer les autres. Il n'y a pas de stratégie. donc 3e arène, pas trouvé ça passionnant. Parce que j'ai trouvé que dans ce film-là, ce qui était intéressant, ce n'était pas le gladiator, c'était le jeu de pouvoir politique. Ouais, ça se passe donc 16 ans après le 1. Dans le 1, l'empereur meurt, Rome est censé devenir au Sénat, et donc forcément les politiciens qui font leur jeu. Sauf que là, on apprend au début du film, en fait, il y a 2 empereurs qui ont débarqué de nulle part. C'est des caricatures d'empereurs, j'ai envie de dire, consanguins, qui sont fous et qui n'ont qu'une envie, c'est tuer et avoir du pouvoir. Comme il y a pu en avoir à Rome des empereurs comme ça, parce que ça existait. Et donc, on est dans un empire. Ils sont fous, ils veulent faire n'importe quoi, ils veulent faire des guerres pour avoir plus de pouvoir et de territoire. Donc pareil, là, le peuple va essayer de se rebeller à travers Pedro Pascal, qui, au final, est censé être l'élu comme l'était Maximus dans le 1. Pedro Pascal est un personnage plus intéressant que notre héros. Malheureusement, son histoire, elle est secondaire. J'aurais aimé qu'elle soit principale. Mais bon, dans ce film-là, il y a tout un jeu de pouvoir avec Denzel Washington, on l'apprend. Pedro Pascal, qu'on pense être le méchant du film et qui finalement se trouve être quelqu'un de gentil, qui certes colonise des peuples. Alors, je dirais pas gentil, plus conscient de ce qui se passe. En mode, en fait, on massacre des gens, on a assez de pouvoir, on a assez de territoire. Vraiment, il réalise que la cruauté des 2 empereurs qu'il a au-dessus de lui, c'est n'importe quoi. Et pour moi, c'est un gentil parce que un gentil romain, c'est-à-dire un romain qui va quand même conquérir des peuples, etc., mais qui est prêt à faire preuve d'humanité, qui n'est pas violent pour être violent, qui effectivement colonise, etc., mais au sein de l'Empire romain, quelqu'un qui réfléchit et avec lequel l'Empire romain pourrait aller loin. C'est pour ça que je te dis, ils ont trop voulu faire de redites du 1 parce que Pedro Pascal, c'est le même que Maximus. C'est les mêmes personnages. Un, c'était le héros principal et il portait tout le film. L'autre, au final, il passe en tant que personnage secondaire. Alors que c'est un des mieux écrits et mieux ancrés dans ce film-là. Il y a un jeu de pouvoir dans l'ombre. Quelqu'un tire les ficelles de l'empereur, du fils de Maximus, j'ai plus son nom. Comment il s'appelle ? Lucius. Lucius. Il y a un coup d'état, il y a le Sénat, il y a un peu de politique, il y a un petit peu de Star Wars, on va dire la prélogie. Moi j'aime bien cet aspect-là parce que ça nous fait poser un peu des questions morales. Il y a quelques moments où le film t'interroge, alors tu vois comment quelqu'un peut manipuler grâce à l'argent, l'influence, le pouvoir, alors que c'est évident qu'il n'a pas des bonnes intentions. Comment, pour pas perdre de l'influence, il y a des gens qui sont prêts à dire oui à tout, comment il y en a qui peuvent être très puissants et être dépossédés de tout juste par des paris d'argent, Et des jeux par un concours de circonstances. Voilà, donc tout cet aspect-là du film, j'ai bien aimé.
Le problème, et c'est volontaire, c'est que les deux empereurs sont des cons. Ils sont véritablement Alors, cons. il y en a un, mais vraiment, c'est le. Oui. Son cerveau est pas fini. Le deuxième, il est fini aux 3/4. Il est un peu plus raisonnable, mais c'est pareil. Il prend des décisions de merde. Et c'est vraiment des caricatures. Ils sont cons tous les deux. Il y en a un qui est particulièrement stupide, mais même le grand, celui qui a un peu plus de raison, un peu plus sage. Ouais, mais ils sont. En plus, c'est des. Pour moi, c'est des ados. Oui, mais ça veut dire, c'est ce qui peut justement justifier qu'il se fasse avoir par des gens qui ont plus vécu. Ouais. Denzel Washington, finalement, ancien esclave qui devient empereur. Je vais me risquer à une théorie. À travers ce film-là et l'histoire qui est décrite, moi j'y vois une métaphore des États-Unis avec quelqu'un qui est esclave et qui, par son travail, sa réussite, son influence, arrive à devenir, entre guillemets, Celui qui a le plus de pouvoir. La phrase qui m'a fait tiquer, c'est à part dans Rome, où est-ce qu'on pourrait voir ça? Et j'y vois vraiment un ricain qui se dit aux US, mais je suranalyse peut-être, mais vraiment moi j'ai l'impression qu'il y a une analyse qui est faite avec le pouvoir politique des États-Unis, avec des révoltes, des gens fous au pouvoir et qui permettent à des gens mal intentionnés de profiter de ce chaos pour arriver au pouvoir. J'y vous vois peut-être trop loin, je l'ai plus en tête parce qu'on l'a vu il y a quelques jours, mais quand je suis sorti de la séance, j'étais quasiment sûr qu'on peut analyser le film sous cet angle-là. Peu importe, je trouve qu'il est intéressant de montrer que, vu que les empereurs sont stupides, tu peux les manipuler pour arriver à tes fins et finalement avoir les pleins pouvoirs. Mais c'est pas intéressant, parce que du coup, tu sais qu'ils sont cons, et que du coup ils vont se faire manipuler. Au final, ils se font manipuler, c'est la force du personnage de Denzel Washington qui, dès le départ, il a son ambition, il veut du pouvoir, il veut être au taquet, il veut être le plus grand, et il arrive à ses fins, et en fait, il agit intelligemment, en parfait connard, c'est un très bon méchant pour le coup. Le problème que j'ai avec son ascension, c'est qu'elle est très intéressante, mais qu'on ne voit jamais le peuple. On en parle, on dit qu'ils sont en révolte, mais on ne voit jamais ces révoltes, ou alors dans des plans très, très resserrés. Tu vois une petite arc, une petite scène qui te le montre. C'est l'enjeu principal, c'est que Rome est en train de se faire renverser par une révolution. Il y a véritablement un changement de régime. On va vers un empire encore plus totalitaire, contrôlé par un seul mec qui a à sa botte, via son influence et son pouvoir, énormément de... Enfin, toute une armée. Il est le chef de tout. Le Sénat, tout comme à l'époque de Napoléon, en gros, le Sénat baisse les yeux, donne les pleins pouvoirs à un empereur. Ils ont tout perdu par rapport à sa position, à son importance qu'il a réussi à grappiller. Mais le peuple, c'est un truc dans le coin, là, dont on évoque rapidement qu'ils sont en colère. Et on sent pas la tension qui pèse sur les élites, sauf au moment où ils se révoltent dans l'arène. Il aurait fallu plus de scènes, il aurait fallu qu'on sente qu'ils sont plus acculés. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a perturbé, c'est qu'à la fin, le combat entre Denzel Washington et Lucius, c'est une armée contre une autre armée. Et encore une fois, le peuple est absent. Encore une fois, le peuple, on s'en fout. Donc, et je trouve que pour cette révolution, il manque un peu les révolutionnaires dedans. Pedro Pascal meurt, donc ça tue dans l'œuf un certain coup d'État qui aurait été pacifique, et en fait, Rome est à feu et à sang. Montre-nous Rome à feu et à sang. Là, Denzel Washington peut sortir du palais, prendre son cheval, et en fait, il y a la foule, et il y a un grand couloir, et il peut s'en sortir. Ouais, il n'est pas en danger. Maintenant Les empereurs, ils sont en mode « Oh, quand même, nanana », et en fait, il y a deux prétoriens qui les tiennent. Ça m'a désamorcé cet aspect du film où moi j'étais en mode waouh, je suis content, ça va, un truc que j'aime bien, et en fait ça reste un film concentré sur les élites avec une négation totale que peut avoir le peuple dans une révolution. Tout se déroule en fait sur est-ce que Lucius ou Denzel Washington va tuer l'un ou l'autre, et une fois que l'un ou l'autre a tué, le peuple va gentiment fermer sa gueule. Voilà, c'est vraiment une subtilité zéro, un rapport de force zéro. Enfin, vraiment, le combat final, tu dis, donc là c'est dehors, les deux armées, pas un seul mec, pas un révolutionnaire. On est même sorti de Rome pour dire à quel point on en a plus rien à foutre de la population. Et c'est un 1v1. Et celui qui gagne le 1v1 gagne Rome. Et un mec sorti de nulle part qui est l'enfant légitime mais dont on n'a jamais entendu parler et personne ne peut prouver que c'est vraiment lui, s'il gagne ce combat, il gagne Rome. Ah, j'étais en mode allez, c'est... Au final, il va pas gagner Rome pour lui, parce que le but c'était le rêve qui était énoncé dans le 1, qui est là repris par Lucina, qui est présent dans les deux films, qui est de rendre Rome au peuple et au Sénat. Du coup, il était en mode, si je gagne, allez ciao, c'est bon, il n'y a plus d'empereur, c'est finito. C'est vrai, t'as raison, pardon, j'avais oublié qu'il y a deux points de vue qui s'opposent. Le problème, c'est que Denzel Washington ne nous explique pas vraiment pourquoi il pense que le rêve de Rome ne peut pas avoir lieu. Il le dit, mais peut-être pas. Il dit une Rome sans violence n'existe pas. Ouais, la manière dont il l'explique, il dit que c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. C'est une utopie, ouais. Voilà. Utopie, ouais. Oui, mais en fait, moi je trouve que Denzel Washington nous montre très bien comment le rêve de Rome peut être utilisé pour faire totalement l'inverse, mais il nous démontre pas vraiment comment c'est impossible. Après, c'est pas son rôle à lui, le méchant, il a ses envies, mais quelles sont ses envies ?
Quelles sont les motivations d'Denzel Washington? Ils veulent le pouvoir pourquoi? Bah pour être au sommet, de passer d'esclave au top. Ouais, donc c'est que de l'orgueil. Parce qu'en fait, il a tout avant d'être empereur. Il pourrait rester Alors, empereur dans l'ombre, manipuler son petit empereur, et être riche, être influent, faire voter toutes les lois qu'il veut. Alors techniquement non, parce qu'il est numéro 2 et après un putain de singe. Oui, c'est vrai. Voilà. D'après moi, il y a aussi le fait quand il prend conscience que les deux empereurs perdent en popularité. Et donc du coup, c'est le moment où il se dit, si j'ai fait le mauvais choix, si je reste avec eux, C'est mort. c'est mort. Ouais, mais Autant prendre leur place. il arrive au niveau des deux empereurs, il devient leur conseiller. Il se rend compte que pour pouvoir agir dans l'ombre, il va pas pouvoir manipuler les deux à la fois et être aussi fort et pesant sur les deux. Donc il décide de s'en séparer d'un. Il tue le plus raisonnable et il garde l'imbécile fini. Il se retrouve à le gérer, sauf qu'il se rend compte qu'en fait l'autre c'est impossible de le gérer parce que c'est un débile son nom. Donc ouais, il le dégomme au pic à glace et ciao. Tout le monde déteste Rome en fait dans ce film. Plutôt, tout le monde déteste la caste politique de Rome. C'est pas tout le monde déteste Rome, c'est plus les personnages qui gèrent Rome, enfin les personnes qui gèrent Rome. Bah ouais, forcément tu laisses des gens avides de pouvoir, des gens qui ne pensent que à leur petit ego, à leur petite vision, diriger un pays, c'est sûr que c'est mal fini. Donc derrière, l'ouvrir au peuple, permettre à ce que ça soit les gens d'en bas qui puissent prendre des décisions, c'était le rêve de Rome qu'ils énoncent depuis tant d'années et qui finalement arrive à se mettre en place. Et c'est la vision inverse de Denzel qui lui dit non mais c'est bien beau de vouloir que le peuple prenne le pouvoir, prenne des décisions et que nous on les aide avec ça. Vaut mieux que ça soit quelqu'un qui soit tout en haut et qui dicte la loi. Du pain et des jeux, vraiment le film quoi. Du pain et des jeux, du moment qu'il y a deux personnes qui vont mourir dans l'arène, la révolution va être tuée dans l'œuf. Bon. Donc voilà, ça c'était le deuxième aspect du film qu'on pouvait pas vraiment dire dans la partie non spoiler parce qu'en fait, bon, on n'avait pas regardé la bande-annonce, mais Ouais. tu peux pas deviner juste parce qu'il y a marqué Gladiator 2 que ça va être à ce point-là, pas centré sur... Enfin, c'était déjà un peu le cas dans le 1 entre Commode et Maximus, t'avais un jeu de pouvoir, un peu d'influence sur Rome, mais là les potards sont poussés à fond. Et c'est aussi un autre problème que j'ai avec les suites, c'est quand les personnages du 1 deviennent dans la suite les personnages principaux des événements qui concernent le monde entier. Surtout genre des personnages très secondaires qui sont le fils de Lucina dans le 1. Son histoire a été faite d'une manière qu'il redevient à zéro, comme si c'était quelqu'un qui n'était pas important et qui déroule tout le film. Avec des flashbacks inutiles. Pas inutile, mais mal fait. Bah en fait, voir qu'on lui a dit de se cacher et qu'il s'est enfui au moment où manque de subtilité, tout ça. Il vivait sa meilleure partie de foot Il- et il se fait chasser. Il était gardien. Il était gardien. Et quand t'es gamin, tu fous au gardien celui qui est le plus nul de l'équipe. Bah, Et c'est ce normal, mec c'était l'étranger. est le plus nul de l'équipe, il revient te hagarder plus tard, le petit gamin que t'as pété, il revient. Bref, je trouve que ça casse un peu le rythme, même dans le montage, comment ces flashbacks sont intégrés. Ils te remontent des images du 1, on les connaît, j'ai trouvé que c'était pas nécessaire. Ça a rajouté cet effet de trop long, tu peux aller plus vite dans ton propos. On n'enlèvera pas quand même que Denzel Washington se régale dans son rôle. Pedro Pascal est tout en finesse, je l'adore. Mais sorti de ça, sa mère... Bah, sa mère, elle fomente le coup d'état derrière. Est-ce qu'elle a choisi le personnage de Pedro Pascal justement Parce qu'il rappelle beaucoup Maximus. parce qu'il rappelle Maximus et pour préparer une future rébellion qu'elle aurait gardée avec les membres du Sénat qui sont toujours là. Donc, Peut-être. Mais moi je te parlais vraiment en termes d'acteurs. Oui. Les deux empereurs, je pense qu'ils s'amusent à le tourner, mais on s'amuse pas vraiment à les voir interagir comme ça, je trouve. non, eux on leur dit bah faites les connards finis. Ouais, mais tu vois, ça va être marrant à jouer, mais c'est pas... Ouais. Il y a quelques moments de bravoure dans le film que j'ai bien aimé. Le moment où Lucius cite de la poésie à l'un des deux empereurs. Ça, je trouvais que c'était un moment fort. Ça y est, au-delà de la force brute, il montre que en fait, Il est c'est cultivé. cultivé et surtout plus cultivé que l'empereur, plus cultivé que cette bourgeoisie vraiment décadente de l'empire qui boit. On des Enfin, combats on là. schématise, mais en gros, il se drogue, il baisse avec tout le monde. D'ailleurs, ils en parlent que l'un des deux empereurs a une maladie sexuelle. Ouais. Donc en gros, c'est toujours le mec d'en bas. D'en bas, on s'est compris parce qu'il était quand même général d'une armée, etc. Mais là, l'esclave, Le peuple. voilà, c'est le peuple. Il est plus cultivé que cette bourgeoisie Que la décadente. caste dirigeante. Là, il y avait un petit propos. Plus de ça, c'était pas non plus très subtil, mais c'était quand même plus intéressant, je trouve, que de le voir faire un combat que tu sais d'avance qu'il va gagner parce que, voilà. Autre point bah, du coup que j'ai bien aimé, c'est que le film est violent. Et la violence, elle est pas cachée, pas atténuée. Les moments qui sont violents, les combats, on ressent
On le ressent. Vraiment, tous les combats à main nue, les combats épée ou autres, il y a de l'impact, il y a de la violence. On sent qu'on n'est pas dans un milieu de bisounours. Parce qu'ils auraient pu très bien faire un truc aseptisé à mort, ils ont 3 mauvais coups d'épée et ciao. Non, là, ça tape dans l'art et ça envoie. Je pense que Ridley Scott, c'est un très bon technicien. Et je pense, moi, mes problèmes sont au niveau de l'écriture du scénario. J'ai bien aimé le moment où Pedro Pascal et Lucius se battent. C'était pas incroyable et tu sais à peu près que ça va finir comme ça. Mais quand ils refusent de le tuer, qu'ils se mettent à genoux tous les deux, là c'était le moment, peut-être, de balancer le thème. Ça aurait été très bien, mais non. Fallait pas balancer le thème à ce moment-là. Il fallait le balancer au détour d'une vieille discussion le soir entre Pedro Pascal et la mère de Lucius, là. On te hint les 3-4 premières notes et puis cut. Et t'es en mode, mais putain. Ce qui marche, c'est quand il y a un moment de bravoure dans les 3 quarts du film et qu'après on a le payoff. Et là, je pense que on n'a pas assez accentué les moments de bravoure dans le film. C'est qu'à la fin, tout est sauvé, tout va bien parce que voilà, ça m'a un peu saoulé. Mais je me suis peut-être trop énervé pour un film où, encore une fois, j'en ai pas grand-chose à faire de Gladiator 2. Il était 10e dans notre classement des films les plus attendus. On verra où il est à la fin de l'année. Mais voilà, contrairement à ce que tu pouvais penser, j'ai pas détesté le film. C'est pas le pire film que j'ai vu cette année. Venom 3 existe. Cet homme n'a aucun goût. Non, c'est pas le pire film de l'année. C'est juste que s'il avait fait 2h10 au lieu de 2h plutôt 30, on a vu Le Comte de Monte Cristo, on a vu L'amour ouf, on en a vu des films qui font 2h30. Ouais, ils sont longs. Dune aussi. Et Dune, et ben, c'est celui-là où je me suis dit, tu prends trop ton temps pour me montrer des trucs qui pourraient être plus courts et mieux faits, ou faits différemment et plus intéressants. J'ai pas ton temps, film, je suis désolé. Enlève-toi un quart d'heure. Je vois pas où tu l'enlèves le quart d'heure, là tout de suite ça me vient pas, mais je sais pas, globalement, enlève les flashbacks. Recentre, t'enlèves un combat. Et peut-être un combat, voilà. Enfin bon, je pense qu'il y avait peut-être moyen de couper pour rendre le truc plus digeste. Ou alors toute la séquence où Denzel, il est enfin conseiller des 2 empereurs, il en parle à un, puis à l'autre, puis il retourne parler à l'autre. Tu le fais différemment. Là où dans le 1, t'as Lucina qui est en train de faire les comptes et t'as Commode qui vient lui parler, qui lui raconte une histoire. Sauf que l'histoire, c'est en fait ce qu'il va faire à Lucius si elle ne l'écoute pas. Ça évite justement des allers-retours ou plein de scènes qui ne servent pas. Donc voici notre avis global sur Gladiator 2, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. On va voir ce qu'on a dit au début sur notre avis. Bon, on n'a pas pu parler de tout le film en détail. Je sais que certains d'entre vous veulent débattre avec nous, on en débattra avec plaisir. Faut savoir que dans le film, il y a beaucoup d'anachronismes. Mais bon, ça, on a vu que Ridley, il en a rien à battre de l'histoire quand tu vois des Napoléons, des Noé ou ce genre de trucs. Il met ce qu'il a envie de mettre et basta. Moi, les anachronismes, ça me fait rire, ça me dérange pas. C'est un film grand public, fait par des ricains, sur de l'histoire européenne. Et puis, tout pour l'entertainment, allez, soit. À part le foot qui m'a vraiment fait rire, et encore que peut-être que le ballon existait déjà. C'est le premier sport à avoir été inventé. J'ai eu cette discussion avec certaines personnes derrière la caméra. Si t'as 4 anachronismes, mais que les enjeux et que tes scènes narrativement fonctionnent, je m'en fous. Ouais, si c'est des petits détails, tu vois, je te les donne, tes 4 anachronismes. Peut-être que les trirèmes qui sont utilisés là, ou le trébuchet n'était pas... Ok, pas soit... daté. En revanche, si tu arrives avec ta scène de combat à mieux introduire ton personnage comme étant un général respecté et vraiment désintéressé, si tu arrives à mieux montrer la colère du peuple sans juste dire le peuple est en colère et sans jamais le montrer enfin tu vois, si narrativement tu arrives mieux à mettre en scène ton film, donc faire un film, montrer par l'image plutôt que de juste me dire alors la population elle pense ça, on vous le montre pas mais voilà c'est l'information. Eh ben je m'en fous qu'il y ait des anachronismes, ça c'est mon point de vue. Je trouve que le film a échoué sur plein d'aspects, ça reste regardable. Voilà mon... C'est regardable, c'est grand public, ça détonne par moment, bah ouais. Après, un poil long pour la plupart des gens. Pour le coup, moi, genre le temps, ça a coulé nickel. Je sais que j'ai un avis clivant sur Radiator 1. Sur Gladiator 1, je pense que mon avis sur le 2, je dois pas représenter la majorité des gens non plus, ou peut-être que si. On verra. Voilà, je reverrai pas Gladiator 1, je reverrai pas Gladiator 2, et ça sera très bien. Faut le voir et après voir. Si Ridley Scott pouvait faire des films originaux, ça m'irait aussi. Donc là, il fait quoi? Il nous fait... il doit en faire un Alien à tous les coups. Kingdom of Heaven 2, c'est lui Kingdom of Heaven? Enfin, non mais je te dis une connerie. En gros, tu prends un film d'il y a 20 ans et hop, je mets 2 et puis c'est fini. Ça a marché à l'époque, c'est bon. En tout cas, moi, le film, je ne vous le recommande pas. Ouais, allez, il faut s'engager, il faut se prononcer là. Tu recommandes ou tu recommandes pas?
Oui ou non? Oui et non. Non, moi j'irai le voir quand même. Et ça fera rappeler que le 1 est une légende, au moins. Bah, je suis une légende, c'est avec Will Smith. Avant de clôturer, Gladiator 3. Non. Alors, je prends le nom de Cédric, mais moi au premier degré. Non. Parce que c'est une rumeur assez avancée, comme quoi il travaillerait déjà sur le script Du 3. Selon les audiences et l'accueil du 2, c'est un projet. Bon, vu qu'il a l'air de bien marcher, Oui, je pense qu'il va bien marcher. ça finit mieux que dans le 1 en termes de possibilités, même si à la fin du 1, peut-être pas besoin de faire un 2. Mais par contre, un 3 là-dessus, ça serait vraiment tiré. Et ça serait quoi? Pour Montrer moi- que le peuple va bien, c'est une république de gauche et basta? Non, ça sert à rien. Pour moi, s'ils font un Gladiator 3, c'est comme un Hunger Games. Dans le 1, tu fais le Hunger Games. Dans le 2, tu refais un Hunger Games. À partir du 3, tu peux pas refaire à nouveau un Hunger Ouais, Games. mais Du coup, dans le 1, tu as fait un gladiateur qui devient populaire et donc du coup confronte le pouvoir. Mm. Dans le 2, tu fais un gladiateur qui est utilisé un no-name. pour faire un jeu de pouvoir. Dans le 3, pour moi, c'est que un jeu de pouvoir sur Rome. Bah, alors, change de scénariste et pourquoi pas. Et ajoute un budget effets spéciaux. Mais vraiment en 3, ça serait... Déjà le 2 là, l'histoire tu dis bon ok, il y avait quelques petits trucs qui pouvaient dire que tu fasses un 2, mais là il y a plus rien. Et si c'est un truc juste du jeu de pouvoir, En fait, moi, ça va me saouler si ça tourne encore autour des 3-4 mêmes protagonistes, ouais. même si c'est un peu ça l'histoire en vrai, hein, mais... Oh, 15 ans plus tard, il y a des nouveaux Alors, il y a empereurs. le cousin de Maximus. Nous sommes venus d'Espagne là. Non, juste rien à voir avec le film. Instant promotion. Si vous voulez voir un bon manga sur des gladiateurs, alors ça existe juste en papier, c'est Bestiarius et c'est incroyable. Le dessin est magnifique. Et pareil, c'est une petite histoire dans la Rome de l'époque avec des gladiateurs. Un peu de SF par moment, parce qu'il y a des dragons, enfin pas SF mais épique avec des dragons. Fantasy, quoi. Voilà, fantasy plutôt. Vraiment 7 tomes et le manga est incroyable. Bestiarius. Bestiarius, ouais. Ok, bah, pour ceux qui sont intéressés, on prend la reco. Et voilà donc pour notre critique sur Gladiator 2. J'espère que ça vous a plu, qu'on n'a pas été trop long comme le film. Nous on se revoit bientôt pour deux choses. Un, on va essayer de faire un dernier vlog sur un film surprise avant la fin de l'année. Je pense que vous pouvez deviner de quel film on va parler. Et surtout, on arrive la fin d'année, donc vont bientôt arriver avec cette fin d'année les top, flop films de 2025, ainsi que notre classement des films de 2024. Justement, comme on disait, Gladiator 10e sur les 39 films qu'on avait classés. Est-ce qu'il méritait sa place? Peut-être que tous les autres films sont nuls et qui seront en dessous, hein, donc c'est Est-ce bon. que le surlobbyisme de Sid était abusé? Je pense que oui, mais peut-être qu'on ne sait verra, pas. on ne sait verra, on pas. verra. Donc on se revoit bientôt donc, pour plein de vidéos. Avant ça, pensez soit à vous abonner, à partager et à liker, parce que sinon, lui, il avait totalement oublié et derrière la caméra, ça fronce ses sourcils. Donc pensez-y à le faire. Merci. Oui, Reprends. et puis ça me simplifie la vie au montage que tu le fasses maintenant. Ça fait 5 minutes, je me dis, il va oublier. Mais il va bien oublier. sûr que je vais oublier plein de beaux projets qui, on l'espère, arriveront très vite. En attendant, on se reverra. Quand on se reverra, Et salut à tous. Ça, c'est de la merde. En revanche, Moi, si je suis pas debout, il me regarde moi, c'est trop dur. Ok, c'est bon. ouais. Fonverus. C'est vrai que là vous bougez beaucoup. oh, cette mission compatible par contre. Ça serait plus adapté à une épée européenne du 13e, 14e siècle. Dommage, t'as quitté au lieu de...